on aura plutôt des zones où il y aura des points d'eau qui nous seront profitables pour la pisciculture. Vous comprenez mieux maintenant? Voilà. Alors, on y va. Ouais, tout ce que nous voyons ici, c'est de la matière organique. C'est de la matière sèche. Ce sont des terrains où l'exploitation ne sera pas difficile, mais elle sera beaucoup plus technique. Ici, faire du haricot, faire du soja, c'est une très belle idée. C'est vraiment une très belle idée. Et l'une des choses plus importantes encore, c'est que le promoteur ne s'est pas limité à mettre des plaques pour pouvoir limiter les accès au niveau des bœufs. Il a acheté du grillage pour pouvoir sécuriser son terrain. Vous voyez? Il a acheté des grillages pour pouvoir sécuriser son terrain. Voilà. Nous avons quitté l'autre extrémité et là, nous sommes en train de faire le tour. Alors, venez, on y va. Vous voyez, là, il y a des camps pêchés qui sont en train de faire 2 ans. D'accord? Alors, les camps pêchés, c'est pas mauvais, mais le problème avec les camps pêchés, c'est que l'entretien sur le long terme est fastidieux et c'est vraiment coûteux. Vous imaginez, vous avez 10 hectares, 20 hectares et vous achetez des camps pêchés pour pouvoir faire la clôture. Quand les camps pêchés vont commencer à pousser, il faudra leur donner une forme. D'accord? Et quelqu'un qui a 20 hectares, donner des formes pour les camps pêchés, ça va être un peu difficile. Voilà. Alors, vous voyez ici aussi la végétation. Alors, observez avec moi. Vous voyez, quand vous observez la végétation, vous voyez que par endroit, elle est vert foncé et par endroit également, elle est vert pur. Par endroit, elle est vert foncé. Vous voyez un peu là. Vous voyez, là, c'est vert foncé et là, vous voyez que c'est vert pur. Cela ne veut pas dire que votre sol, il est pauvre par endroit, il est riche par endroit. Non, 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 non. Il y a certaines plantes qui favorisent ça. Il y a certaines plantes qui captent mieux les rayons X du soleil que d'autres. D'accord? Cette plante-là, en termes non scientifiques, c'est appelé la plante riche du désert. C'est-à-dire, c'est une plante qui, quand elle commence à pousser à un endroit, attire beaucoup plus la présence d'autres végétations. Cela ne veut pas dire que vous avez un sol qui est pauvre. Non, pas du tout. D'accord? Et si vous observez bien, c'est beaucoup plus comme ça dans les zones où il y a de ces plantes-là. Voilà, il y en a là, il y en a là, il y en a de l'autre côté aussi et beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, ça, ce sont les grillages. Ce sont les grillages qu'il y a ici. Voilà. On a placé des grillages pour délimiter. Et surtout pour empêcher les bœufs d'avoir accès au terrain. Nous sommes en train d'aller en profondeur au niveau du terrain. Et ici, toute cette partie-là a été labourée. Le labour a été fait ici et a été, oui, remué, labouré. Voilà. Le labour a été fait ici parce que le promoteur avait pour objectif de mettre en terre du manioc. Mais il n'a pas eu d'abouture. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là et vous labourez déjà le terrain, vous voulez faire du manioc et vous trouvez la bouture qui est excessivement chère, il y a une autre méthode qui est simple, d'accord? Vous avez la possibilité d'appliquer la technique du mini-set au niveau du manioc, au niveau des boutures du manioc, ou vous achetez d'abord une petite quantité de boutures pour le manioc et vous occupez l'espace qui a été labouré pour vous éviter de perdre de l'argent. Vous aurez bien cette production-là 3 mois, 6 mois après, vous aurez assez de boutures pour pouvoir couvrir des espaces beaucoup plus grands encore. Voilà. Donc, le labour a été effectué, mais l'espace est resté comme ça et il y a eu encore des mauvaises herbes. Or, le labour coûte cher. Le labour manuel, il coûte beaucoup plus cher que celui qui est fait à la machine. Alors, là, nous sommes en train... Ça, c'est l'extrémité, hein? OK. Là, nous sommes en train d'aller à l'extrémité. Et quand vous tournez la caméra, vous restez de l'autre côté, vous regardez de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un peu comme une pente, un peu comme un léger versant. Ce n'est pas important, ce n'est pas grand, mais c'est quand même quelque chose, d'accord? Il est important, très important, de prendre cela en compte quand vous voulez installer un projet, mais quand vous voulez lancer une spéculation agricole. Voilà. Alors, là, nous sommes venus sur une borne, au niveau du terrain. Et là, maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le centre. Bon, nous sommes passés un peu dans la zone, vous avez vu. Et quand vous observez de l'autre côté, envoyez la caméra au niveau de la construction.
quand vous voyez de l'autre côté, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a un habitat. D'accord? Le promoteur a construit quelque part, mais quelque chose pour pouvoir permettre aux ouvriers, à ceux qui viennent sur le terrain travailler, de pouvoir s'abriter. Banalement, il y a toutes les conditions qui sont réunies ici. Le seul problème que vous avez, c'est beaucoup plus le suivi au niveau de la production et aussi adapter le projet cible que vous avez aux réalités de votre terrain. C'est tout. À part ça, vous avez un terrain qui est assez fertile. Et parce que je vois même ici les agrégats. Vous voyez, voilà un peu ce qui se passe. Quand vous brûlez le terrain, vous détruisez la vie au niveau des sols. Vous détruisez la vie au niveau des sols. Parce que quand il y a des boules de terre comme ceci, d'accord, comme ce qu'on voit ici, voilà, vous voyez, même là aussi, d'accord, les boules de terre, les modes de terre que vous voyez là, c'est la preuve qu'il y a de la vie, qu'il y a de la vie au niveau du sol. Il y a notre ami qui posait une question tout à l'heure. Rendre acide, neutre, basique le sol, bien ont-ils effet néfaste sur la terre, oui ou non? Ok. Alors, l'utilisation des herbicides peut-il rendre acide, basique ou neutre le sol, ou est-ce qu'il a un effet néfaste sur le sol? Vous savez déjà, tout ce qui est chimique a été conçu pour attaquer directement la plante. Quand vous utilisez des engrais chimiques pour pouvoir booster votre production agricole, c'est directement la plante qui s'attaque pour pouvoir faire le travail. Donc, quand vous utilisez des herbicides sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche l'évolution, il empêche la multiplication des micro-organismes efficaces, des bonnes bactéries sur le sol pour pouvoir travailler au niveau de la plante. Voilà pourquoi on le pulvérise directement sur les feuilles, parce que sur les feuilles, la sève qui doit permettre le développement de la feuille sera d'abord anéantie. Et le produit chimique va inoculer cette sève-là qui va se transmettre au niveau des racines pour tuer maintenant les racines maintenant à la base. Mais gardez déjà que tout ce qui est produit chimique, l'utilisation de tout ce qui est produit chimique sur un sol détruit déjà les bonnes bactéries au niveau du sol. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui font vraiment de la production agricole, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils utilisent un produit chimique, ils n'hésitent pas également à faire des amendements, à faire des apports pour pouvoir permettre de créer un certain équilibre au niveau du sol là. Et comprenez que l'excès de matière organique au niveau du sol ne lui est pas nuisible, n'est pas nuisible pour ce sol. Parce que quand vous faites un apport de matière organique, c'est seulement 10% de cette matière organique-là que le sol réussit directement à avoir. Le reste se décompose et est stocké au niveau du sol sous forme d'oligo-éléments disponibles. Le sol joue deux rôles, en fait. Le rôle de magasin et le rôle de support. Le rôle de magasin parce que c'est dedans que les cultures vont s'approvisionner. Et le rôle de support parce que c'est sur ce sol-là que les cultures se développent. Donc, il est très important de savoir exactement qu'est-ce que vous apportez à mon sol, dans quel objectif et surtout, est-ce que cela répond aux cultures qui doivent être mises en place. C'est un peu ça en fait. Voilà pourquoi quand vous faites les analyses du sol et les cultures qui sont adaptées, on vous révèle les cultures qui sont adaptées, on vous révèle également les carences au niveau du sol. Vous devez faire quoi? En produisant cette culture, en mettant en place cette spéculation-là, vous devez suivre vraiment l'itinéraire et réussir à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé à la base. Les deux vont de pair. Il n'y a pas de production agricole sans apport. Il n'y a pas d'apport aussi sans production agricole. Et il y a des productions agricoles que vous devez faire de manière beaucoup plus technique, comme le haricot. Quand M. Benz me disait tout à l'heure que vous avez fait du haricot, mais qu'à un moment donné, vous avez utilisé un produit, un engrais foliaire, et vous avez plus de feuilles que de fruits. Les cultures comme le haricot, par exemple, à un moment donné, vous devez réduire les feuilles. Parce que c'est une légumineuse. Et le haricot a cette capacité-là de fixer l'azote suspendu dans l'air. Qu'est-ce qui favorise l'apparition des feuilles? C'est l'azote. Donc, quand il y a un excès d'azote, le haricot produit beaucoup plus de feuilles et il n'y a pas de fruits. Donc, vous devez d'abord réduire cet azote-là, cet apport d'azote-là, pour maintenant permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de fructification. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de feuilles, c'est que les gousses auront assez d'éléments pour mieux se développer, pour pouvoir vous donner, vous, les fruits dont vous avez besoin. Donc, alors, l'apport d'azote, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus dans l'air, mais l'apport d'azote au niveau du niébé ne se fait pas avec un produit. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent, c'est simple, ça ne coûte rien. Vous allez juste cueillir les jeunes feuilles du haricot qui apparaissent. Monsieur le cultivateur, ou bien
Voilà, vous allez juste cueillir, réduire les feuilles qu'il y a par plant. C'est tout. Et quand vous réduisez ces feuilles-là maintenant, il y aura maintenant une concentration de la sève au niveau de ces gousses-là qui vont bien se développer. Voilà. Que ce soit le haricot blanc, que ce soit le haricot rouge, tout ce qui est niébé en général. Voilà. Maintenant, il y a des spéculations comme le cassoulet, le vanzou, qui ne poussent pas à l'extérieur, mais qui poussent dans le sol. Celles-là aussi, les techniques de production également, sont adaptées à cette spéculation-là pour savoir comment vous devez gérer la production pour avoir de belles récoltes. Et ce qui est bon, c'est que quand vous voulez faire des cultures comme le cocotier, le manioc et autres, vous pouvez les associer aux légumineux. Cela vous permet au moins d'avoir de bonnes récoltes et surtout, cela permet également à votre sol d'être toujours fertile. Vous voyez? Donc, évitez au maximum la monoculture. Parce que quand vous faites la monoculture, c'est un peu comme si, bon, vous mettez de l'argent par exemple dans le palmier, et vous êtes obligé d'attendre 3 ans, 4 ans, parfois même 5 ans avant de rentrer en production. Or, quand vous associez d'autres cultures, non seulement vous gérez le sol, mais cela vous permet aussi de savoir comment vous devez gérer votre comptabilité pour commencer à faire de toutes premières entrées avant maintenant de rentrer dans la grande phase de récolte 3 ans ou 4 ans après. Voilà un peu. C'est bon? Satisfait? Super, ça marche. Alors, on continue toujours d'évoluer. Sur le terrain, on voit qu'il y a quelques anacadiers. D'accord, il y en a là. Il y a quelques plants d'anacadiers. Mais l'une des choses qui m'attire beaucoup plus sur ce domaine, c'est que l'aspect agronomique ou bien le potentiel agronomique n'est pas du tout négligeable. Et c'est la bonne nouvelle avec la plupart des terres ici en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Mali et autres. La majorité des terres répondent quand même à un vaste canevas de production agricole. Mais ce qui cause la perte au niveau des producteurs, c'est qu'ils ne maîtrisent pas toujours comment il faut maintenant gérer la production agricole et surtout tout ce qui est avantage lié au niveau de cette terre agricole-là. Beaucoup de personnes ont investi dans l'agriculture, mais ils ont perdu leur sou, ils ont perdu leur investissement parce qu'ils ont pensé au fait que la terre n'était pas adaptée. La vérité, c'est que la terre est adaptée, mais c'est le projet type sur lequel ils essaient de se positionner qui n'est pas en conformité avec cette terre-là. Voilà. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, cela voudra déjà dire que vous êtes passionné du secteur agricole et cela veut surtout dire que vous recherchez le maximum d'informations pour pouvoir mieux structurer, pour pouvoir mieux planifier votre projet. Et pour vous aider dans ce sens-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un livre qui est totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole rentable en Afrique ». Dans ce livre-là, vous verrez non seulement les différentes étapes clés d'une bonne production agricole, mais vous verrez également tout ce qui est technique, approche que vous devez mettre en place avant de pouvoir investir le moins de sous dans le secteur de l'agriculture. Et pour avoir ce livre-là, c'est très simple. Il vous suffit juste d'aller dans la description et de cliquer sur le lien que vous verrez, de remplir les différentes cases. Et ce livre-là vous sera envoyé directement par mail. L'objectif de l'agri-évolution, ce n'est pas seulement d'apporter de la valeur, mais c'est d'orienter, d'accompagner le maximum de personnes qui désirent vraiment se lancer dans le secteur de l'agriculture sans pour autant perdre leur investissement. Beaucoup de témoignages négatifs dans le secteur, c'est vrai, mais je pense qu'il est temps pour nous, acteurs du secteur agricole, de vraiment faire quelque chose pour pouvoir essayer de renverser cette donne-là. Et c'est justement ce que ce document-là vous apporte. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Le lien se trouve dans la description. On a mis l'herbicide aussi. Voilà. Alors, vous voyez, ici, il y a une production de manioc. La bouture a été mise en terre depuis quand? 3 mois. Voilà. Vous voyez, une production de manioc qui est en train de faire 4 mois déjà. 4 mois. Non, amenez la caméra ici. Une production de manioc qui est en train de faire 4 mois déjà. Et il y a vraiment une croissance qui est vraiment ralentie. Il y a des plants qui sont attaqués. Observez par ici. Vous voyez, la mosaïque. Vous voyez ce que je vois là, la mosaïque. Les nécroses ont commencé déjà au niveau des nervures. Et si rien n'est fait, ces nécroses-là vont évoluer jusqu'au niveau de la tige et vont attaquer le tronc même du plant. Vous voyez jusque là. Voilà. Et les boutures de manioc également qui ont été mises ne sont pas de bonnes boutures. Vous voyez, ne sont pas de bonnes boutures. L'écartement également n'a pas été respecté aussi.
Qui a mis le manioc en terre? Voilà, on fait appel à des ouvriers qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir mettre des... Voilà, on trouve des ouvriers qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir faire du planting au niveau du manioc. Ils vont le faire, pas parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais ils vont le faire forcément parce qu'ils sont pressés de finir et de prendre leur souhait de rentrer chez eux. Et c'est justement l'un des pièges également qui attend des fonctionnaires, ceux qui travaillent beaucoup plus et qui veulent se lancer dans la production agricole. Même quand vous n'avez pas le temps, si un technicien vous dit, ah, ça va peut-être, je vais peut-être vous prendre ceci, ou quelqu'un qui s'y connaît du secteur vous dit, je vais peut-être vous prendre ceci, payez, prenez la peine toujours de payer ce qu'il faut et d'aller voir. Une fois que le travail est effectué, allez voir dans les jours qui vont suivre pour éviter que 3 mois, 6 mois après, qu'il y a déjà un développement racinaire pour que vous ne soyez plus en mesure de faire votre production. Avec ce que je vois là, il sera très difficile de déterrer quoi que ce soit pour dire que nous allons remettre en terre. On peut déterrer un plan. Nous allons, avec l'ordre du promoteur, nous allons déterrer un plan et vous allez voir. J'ai entendu, vous voyez, on sent que les premières ramifications ne sont pas sur tout, normalement sur tout le processus. Là, c'est mouillé jusque là. Et c'est là, et c'est maintenant que vous voyez les toutes premières ramifications. Vous voyez un peu les petites ramifications là. Normalement, l'humidité, déjà qu'il y a l'humidité, il doit y avoir des ramifications là et là aussi. Vous voyez là également au niveau de chaque nœud. Mais là, les ramifications sont juste posées là. Vous voyez? Maintenant, on va creuser un peu pour voir s'il n'y a pas des ramifications beaucoup plus en profondeur, s'il n'y a pas des boutures en profondeur. Alors, on a entendu un bruit quand on essayait d'arracher. Voilà. On a quelque chose. On a quelque chose. On va... On a quelque chose là. D'accord? On va voir jusqu'où il va. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Ça, c'est du manioc qui a été mis en terre depuis 3 mois, depuis 4 mois. Et pourtant, il n'y a toujours pas ramification. Nous avons des variétés de 6 mois, de 9 mois et de 12 mois. Donc, normalement, à partir de 4 mois, déjà, quand vous mettez le manioc en terre, 2 semaines après, il doit avoir déjà l'apparition de nouvelles feuilles. 2 semaines après, 14 jours après. Et 1 mois, 2 mois après, vous devez déjà avoir des plants qui ont déjà dépassé cette étape-là. Des plants qui ont déjà dépassé cette étape-là. Et au niveau des racines, vous voyez, même si ce n'est pas gros, vous voyez au moins un petit lobe, quelque chose comme ça, qui commence déjà à se développer. Et ce qui permet maintenant, ce qui facilite la ramification après, c'est le saclage et les différents entretiens que vous faites au niveau de la production. Mais une production de 4 mois qui est toujours comme ceci, même si vous faites un apport d'engrais et vous avez de bonnes boutures qui sont bien développées après, quand vous les remettez en terre, vous n'aurez pas une production continue. Or, la bonne nouvelle avec le manioc, c'est que vous récoltez juste les boutures, vous les remettez encore en terre pour toujours pour pouvoir faire de belles récoltes. Mais à l'alu, là, ça ne va pas. Vous voyez, les plants qui sont attaqués, vous voyez la mosaïque ici également. Vous voyez, là également, les plants. Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez ça? Et sur le terrain, vous voyez, par là aussi, il y en a. L'écartement n'est même pas respecté. Un écartement de 60 cm pour la production de manioc, ce n'est pas la peine. Que dis-je? 40 cm parce qu'on a du manioc là, on a du manioc là. L'écartement qui est adapté, c'est 1 mètre. L'écartement qui est adapté pour faire du manioc, c'est 1 mètre. Et sur un hectare, vous avez 10 000 boutures. Vous avez droit à 10 000 boutures. Et quand vous mettez le manioc en terre, les toutes premières semaines, vous pouvez encore produire. Vous pouvez mettre du haricot. Vous pouvez mettre du maïs. Vous pouvez mettre de l'arachide. Vous voyez? Alors, on va vers le champ de maïs. Alors, du maïs également a été produit ici. Vous voyez un peu les tiges. L'herbicide a été appliqué ici aussi? Ok. Alors, la couleur des feuilles, c'est à cause de l'herbicide qui a été appliqué. Maintenant, au niveau du champ de maïs, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement, au niveau du champ de maïs,
on voit clairement. Le maïs a été mis en terre depuis combien de temps? Voilà. Du maïs qui a été planté depuis 4 mois. D'accord? Du maïs qui a été... Non, envoyez la caméra sur le champ de maïs, on voit. Du maïs qui a été planté depuis 4 mois. Vous avez acheté les semences où? Au Cadet. Voilà. Voilà, le maïs rouge. Alors, quand vous achetez les semences, demandez toujours l'itinéraire technique qui accompagne. Toujours. Le Cadet ne vous vendra jamais une semence qui donnera ce résultat-là. Ça veut dire que c'est une semence qui est de bonne qualité, mais que l'itinéraire technique n'a pas été suivi, n'a pas été respecté. Normalement, quand vous achetez du maïs, qu'est-ce que vous faites? L'écartement pour le maïs, c'est 40 cm. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est 40 cm. Vous mettez le maïs là, vous mettez le maïs là. Moi, je commence la récolte d'ici 1 semaine ou 2 semaines. 40 cm. Voilà. On met ça là. Vous mettez une graine là et 40 cm après, vous mettez 40 cm, vous mettez encore une autre graine là. Le maïs. Le maïs. Ce qui veut dire que sur un hectare, normalement, vous devez avoir 25 kg de semences pour pouvoir couvrir un hectare. Beaucoup de personnes disent que le maïs n'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de produire le maïs comme cela se doit. Et quand vous ne produisez pas le maïs comme cela se doit, vous allez trouver que ce n'est pas rentable. Pourtant, le maïs est très rentable. Dites-moi, vous connaissez combien de Béninois qui ne mangent pas la pâte par jour? C'est très rare. Aujourd'hui, j'ai déjà mangé la pâte. J'ai mangé la pâte hier. J'ai mangé la pâte déjà ce matin. Voilà. Le maïs est rentable. Dans un pays où le maïs est l'aliment de base de la population, on ne peut pas produire du maïs et ne pas rentabiliser. Ce n'est pas possible. Et l'investissement pour produire du maïs n'est même pas cher. C'est un investissement vraiment ridicule. Un hectare, 200, 250 000, 300 000 au plus, vous produisez. Un hectare. Maintenant, quand vous voulez faire des variétés hybrides, l'investissement est beaucoup plus élevé. C'est normal. Maintenant, quand vous voulez produire du maïs de la bonne méthode, achetez un semoir. Le semoir est très facile. Vous roulez le semoir tout simplement. Mais produire de cette manière, espérer un rendement, ce n'est pas intéressant. Est-ce que aussi il ne faut pas dire que ce sol, à vue d'œil maintenant, n'est pas plus pauvre que les autres côtés qu'on a vu? Alors, déjà au niveau de ici particulièrement, quand il pleut, il y a une partie du terrain qui garde l'eau. Vous voyez la zone là? Si je me trompe, dites-moi. Vous voyez la zone là? C'est une zone qui garde l'eau. Et le maïs n'aime pas l'excès d'humidité. Le maïs ne supporte pas l'excès d'humidité. Tout comme la plupart des cultures d'ailleurs. Maintenant, quand c'est comme ça, vous ne produisez pas sur des billons. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous ne produisez pas sur des billons. Vous relevez le sol, c'est que vous remuez le sol, mais tout en incorporant de la matière sèche et surtout, les dispositions sont différentes. La pauvreté au niveau du sol ici n'est pas liée au résultat que vous êtes en train d'obtenir au niveau du maïs. Et bien, quand le sol même est pauvre et vous remuez le sol pour pouvoir faire du maïs, la levée elle est 1000 fois meilleure. Parce que quand vous remuez le sol, vous faites une mise à jour au niveau de la microflore, au niveau du sol. Vous permettez d'avoir un sol beaucoup plus aéré et surtout qui est bien drainé. Donc, quand vous mettez la semence en terre, cette semence-là, toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse rapidement germer. L'humidité, la chaleur et quoi? La lumière. Alors, là, nous avons fini avec le tour. Nous avons évalué, nous avons vu un peu, d'accord, ce qu'il en est. Le promoteur aura un rapport qui sera pour lui maintenant comme une feuille de route, un peu comme un guide, qui pourra lui dire, ah oui, ici, on peut faire telle spéculation, et sur ce sol-là, on peut produire telle chose. Et plus important encore, on sera derrière ce promoteur-là pour l'orienter, surtout pour l'accompagner, pour qu'il puisse vraiment atteindre son objectif en termes de production. Pour moi, franchement, c'est la base. Pour moi, c'est très capital.
pouvoir permettre à chaque personne qui s'investit dans le secteur agricole, non seulement d'être satisfait, mais de pouvoir vraiment se positionner dans la durée. Et c'est quelque chose que très peu de personnes arrivent à faire dans le secteur de la production agricole. On commence le projet, on fait 1 an, 2 ans, on laisse tomber et on passe à autre chose. Quand on pense que nous sommes au Bénin, une terre d'accueil, quand on pense que nous sommes ici, dans un continent où les conditions sont adaptées et sont propices pour faire l'agriculture, je pense que on doit vraiment faire les choses autrement. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très vite.